Mon fils de 8 ans a dit faiblement depuis son lit d'hôpital, « Maman, merci pour tout. Je vais bientôt aller au ciel ?» Retenant ses larmes, il a continué, « Je ne peux plus te protéger, alors s'il te plaît, fuis. » Quand j'ai demandé de qui, il a utilisé ses dernières forces pour dire, « Regarde dans le tiroir de mon bureau, tout est écrit là. » Je me suis précipité à la maison et j'ai ouvert le tiroir avec des mains tremblantes. Il y avait une lettre de mon fils. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel paisible de la banlieue de Dallas, au Texas, se trouvait la maison de Lisa Parker. Graphiste indépendante, elle travaillait de chez elle tout en se consacrant à l'éducation de son fils de 8 ans, Ethan. La lumière matinale, filtrant par la grande fenêtre du salon, illuminait l'écran de son MacBook posé sur le bureau. Une tasse de café à la main, elle se concentrait sur la création d'un logo pour un nouveau client. « Maman, tu peux m'aider pour mes devoirs aujourd'hui ?» Lorsqu'Ethan rentra de l'école, il s'approcha de sa mère comme à son habitude. Ses yeux bruns et vifs pétillaient de curiosité et ses joues arboraient une bonne mine. Lisa interrompit son travail et prit son fils sur ses genoux. « Bien sûr, mon chéri. Quel devoir as-tu » ? « Des divisions en maths. Papa m'a montré hier, mais il y a encore des choses que je ne comprends pas. » Lisa sourit. Son mari, David, était passionné par l'éducation de leur fils et aidait toujours Ethan à faire ses devoirs quand il rentrait du travail chaque soir. Malgré ses journées chargées de commercial en assurance, son engagement à chérir les moments en famille n'avait pas changé, même après 10 ans de mariage. Vers 18 h, David rentra à la maison. Haut de son 1,83 m, il avait une stature imposante, toujours vêtu d'un costume bleu marine bien coupé. En retirant ses chaussures dans l'entrée, il lança d'une voix forte, « Je suis rentré. »« Papa, bon retour. » Ethan laissa tomber ses devoirs et courut vers son père. David souleva son fils dans les airs et le fit tournoyer. Le rire d'Ethan résonna dans tout le salon. « Comment s'est passée ta journée ? Il s'est passé quelque chose d'intéressant à l'école ? Aujourd'hui, en cours de sciences, on a fabriqué un volcan. Il y a eu une super grosse explosion. Ça a l'air génial. Et si on allait dans un vrai musée ce week-end ? » Lisa observait la scène tout en préparant le dîner dans la cuisine. David était vraiment un père merveilleux. Même fatigué par le travail, il tenait toujours ses promesses envers son fils. Le week-end, il jouait à la balle avec lui dans le parc ou allait au cinéma, chérissant chaque instant en famille. Vers 20 h, la sœur de Lisa, Amy, vint leur rendre visite. Infirmière en pédiatrie à l'hôpital général local, elle était une personne sur qui il pouvait toujours compter. Elle avait des cheveux dorés qui tombaient sur ses épaules et arborait constamment un sourire éclatant. « Bonsoir tout le monde. Ethan, comment vas-tu ? Tati Amy. » Ethan bondit pour serrer sa tante dans ses bras. Bien que célibataire, Amy aimait son neveu comme son propre fils. « Raconte-moi une autre histoire de l'hôpital. » Bien sûr. Aujourd'hui, une petite fille a été opérée de l'appendicite et elle a été très courageuse. Tout comme toi, Ethan. Amy utilisait son expertise médicale pour veiller sur la santé de la famille. Quand Lisa attrapait un rhume, elle recommandait le bon médicament. Et quand Ethan se blessait légèrement, elle gérait la situation avec calme. Les sœurs étaient proches depuis l'enfance, et pour Lisa, Amy était à la fois une sœur et sa meilleure amie. « David, comment va le travail ? Tu as l'air bien occupé ces derniers temps, » dit Amy à son beau-frère en s'asseyant sur le canapé. « Heureusement, les affaires marchent bien. On parle d'une nouvelle promotion le mois prochain, » répondit modestement David. « Mais le plus important, c'est le temps passé en famille. »« Vous formez vraiment une famille formidable, » dit Amy avec un bonheur sincère. « J'espère avoir une famille comme la vôtre un jour. » À 21 h, après avoir couché Ethan, les adultes passèrent un moment de détente dans le salon avec un verre de vin. David parlait de son travail, Amy des événements à l'hôpital, et Lisa de ses derniers projets de design. Ces soirées paisibles étaient les moments les plus heureux pour Lisa. Pendant que les trois discutaient, ils entendirent la petite toux d'Ethan venant de la chambre. « Il est peut-être en train de prendre froid », s'inquiéta Lisa en se levant. « C'est le changement de saison. Si ça continue demain, nous devrions l'emmener à l'hôpital », suggéra doucement David. « Je suis de repos demain aussi, alors prévenez-moi s'il y a quoi que ce soit, » conseilla Amy. Entourée de son mari et de sa sœur, Lisa se sentit une fois de plus reconnaissante de sa chance. Avoir une famille aimante et des relations où l'on pouvait se soutenir mutuellement était un trésor plus précieux que tout. Le lendemain matin,
La toux d'Ethan ne s'était pas améliorée. Au contraire, il s'était réveillé plusieurs fois pendant la nuit en toussant, et Lisa, inquiète, n'avait pas fermé l'œil. Même à l'heure du petit déjeuner, la voix de son fils manquait de l'énergie de son habituel « bonjour » joyeux. « Gardons-le à la maison aujourd'hui et emmenons-le à l'hôpital », décida immédiatement David. « Je vais appeler le bureau et prendre un congé. » « Mais n'as-tu pas une réunion importante aujourd'hui ?» s'inquiéta Lisa. « La famille est plus importante. »« Les réunions peuvent attendre », répondit David sans hésiter. À 10 heures du matin, ils se rendirent tous les trois à la clinique pédiatrique locale. Dans la salle d'attente, Ethan était assis sagement sur les genoux de sa mère, mais son petit corps était parfois secoué par de violentes quintes de toux. David remplit les formalités d'assurance à l'accueil et posa activement des questions lors de la consultation avec le médecin. « Docteur, les symptômes de mon fils sont-ils ceux d'un simple rhume ? Le son de sa toux est un peu préoccupant. Faisons une radio du thorax, juste par précaution. » Les résultats révélèrent des signes de pneumonie légère. Le médecin prescrivit des antibiotiques et recommanda une semaine de repos à la maison. De retour chez eux, David alla chercher les médicaments à la pharmacie et se relaya avec Lisa pour s'occuper d'Ethan. « Papa, ça va pour ton travail ?» demanda Ethan en levant les yeux vers son père avec inquiétude. « Ne t'en fais pas pour ça, mon grand. Le plus important, c'est que tu ailles mieux. » David sourit doucement en posant sa main sur le front de son fils. Amy passait aussi tous les jours après le travail. Forte de son expérience d'infirmière, elle observait les symptômes d'Ethan et donnait des conseils appropriés. Sa fièvre baisse, mais la toux persiste. Assurons-nous qu'il reste bien hydraté et maintenons la chambre humide. « Merci, Amy. Ta présence est une telle aide, » dit Lisa en serrant la main de sa sœur. « Nous sommes une famille. Bien sûr, Ethan est mon neveu adoré. » Une semaine plus tard, ses symptômes semblaient s'améliorer, mais une perte d'appétit commença. Il ne voulait même plus manger ses hamburgers ou ses pizzas préférées. Son poids avait visiblement diminué. « Retournons à l'hôpital », suggéra David. Cette fois, faisons des examens plus approfondis. Les résultats des analyses de sang à l'hôpital général assombrirent l'expression du médecin. Le nombre de globules blancs était anormal et des tests plus précis étaient nécessaires. Le cœur de Lisa se mit à battre violemment. Serait-ce possible ? Je ne peux rien dire de définitif pour l'instant. Je vais vous faire une lettre de recommandation, veuillez faire des examens à l'hôpital universitaire la semaine prochaine. Cette nuit-là, Lisa ne put dormir d'anxiété. David prit les épaules de sa femme et lui dit « Ça va aller. Quoi que ce soit, c'est quelque chose que nous pouvons soigner. Si nous travaillons ensemble, Ethan ira certainement mieux. » Mais et si ? Il n'y a pas de si. Nous avons la meilleure équipe, n'est-ce pas ? Toi, moi et Amy. Nous soutiendrons Ethan tous les trois. Les résultats des examens à l'hôpital universitaire dépassèrent les pires craintes de la famille. Leucémie aiguë lymphoblastique pour Ethan, âgé de 8 ans. C'était le début de la plus grande épreuve de leur vie. Il existe des traitements. Le taux de guérison de la leucémie pédiatrique est plus élevé que chez les adultes, expliqua le Dr Wilson, le médecin traitant. Cependant, une chimiothérapie à long terme sera nécessaire. Combien de temps durera le traitement ? Demanda Lisa, retenant à peine ses larmes. Cela varie selon les individus, mais nous envisageons généralement 2 à 3 ans de traitement. Nous procéderons avec une combinaison d'hospitalisation et de soins ambulatoires. David posa au médecin des questions détaillées sur le plan de traitement et explora la possibilité de demander un deuxième avis. Lisa se sentit une fois de plus rassurée par la collecte d'informations approfondies de son mari. « Je m'occuperai des soucis liés au coût du traitement, je veux que tu restes aux côtés d'Ethan, » dit David en rentrant. « Je vais aussi m'occuper de toutes les procédures d'assurance. » Amy découvrit qu'elle avait des connaissances dans le service de pédiatrie de l'hôpital universitaire et fournit des informations détaillées sur les précautions à prendre pendant le traitement et la gestion des effets secondaires. Pendant la chimiothérapie, la fonction immunitaire diminue, il faut donc être particulièrement vigilant aux infections. Je passerai le voir régulièrement. Lorsque le traitement commença, l'état d'Ethan subit des changements plus rudes que prévu. Ses cheveux commencèrent à tomber à cause des effets secondaires des médicaments anticancéreux, et les nausées rendaient l'alimentation difficile pendant des jours entiers. Malgré cela, David se rendait à l'hôpital tous les jours, lisant des livres au chevet de son fils et l'aidant pour ses devoirs. « Papa, est-ce que je vais guérir ?» demanda Ethan d'une voix faible. « Bien sûr que tu vas guérir. Tu es un garçon fort, tu vas vaincre cette maladie. Papa, maman et Tati Amy te soutiendront toujours. »
Lisa était émue par l'attitude dévouée de son mari. Le stress au travail devait être considérable, mais il ne se plaignait jamais. Bien qu'elle l'ait parfois vu pleurer en secret la nuit, il se montrait toujours joyeux devant leur fils. Amy commença également à passer la plupart de ses week-ends à l'hôpital, en plus de son travail d'infirmière. Mettant à profit ses connaissances professionnelles, elle collaborait avec les médecins et les infirmières pour créer le meilleur environnement possible pour Ethan. Si nous, les sœurs, travaillons ensemble, Ethan ira certainement mieux, encouragea Amy en voyant l'air épuisé de Lisa. Après 6 mois de traitement, les analyses d'Ethan montrèrent des signes d'amélioration progressive. Le médecin qualifia sa guérison de stable. Toute la famille poursuivit le traitement avec espoir. Cependant, vers le 7e mois, de subtils changements apparurent dans l'état d'Ethan. Bien que ses analyses auraient dû être stables, il avait de plus en plus de jours sans énergie. Le médecin expliqua cela par la fatigue due au traitement, mais l'intuition de Lisa lui disait que quelque chose n'allait pas. Cependant, sous la pression des avis professionnels de son mari et de sa sœur, elle n'exprima jamais son malaise. 8 mois après le début du traitement, un matin d'hiver, le téléphone portable de Lisa reçut un appel d'urgence de l'hôpital. L'état d'Ethan s'était subitement dégradé. Alors qu'il était relativement stable la veille, il avait soudainement développé une forte fièvre pendant la nuit et son niveau de conscience avait chuté. Lisa se précipita à l'hôpital, paniquée. David et Amy étaient déjà arrivés et recevaient des explications du médecin devant l'unité de soins intensifs. Il a peut-être développé une infection secondaire. Nous le traitons avec des antibiotiques, mais la situation n'incite pas à l'optimisme. L'expression du docteur Wilson était grave. Les visites étaient limitées à 15 minutes par personne. Lorsque Lisa s'assit pour la première fois au chevet de son fils, Ethan appela sa mère d'une voix rauque. « Maman ? Maman est là. Tout va bien. » Lisa serra fermement la main fine de son fils. « Maman, écoute. » Des larmes emplirent les yeux d'Ethan. « Je crois que je ne vais pas m'en sortir. »« Ne dis pas ça. Tu es un enfant fort. Tu vas guérir, c'est sûr. » Mais Ethan secoua légèrement la tête. « Non, maman. Ma maladie, c'est vraiment... » À ce moment, David entra dans la chambre. « Lisa, c'est l'heure de changer. Ethan est fatigué aussi. Laissons-le se reposer. » Mais Ethan essayait de me dire quelque chose. « Il pourra te parler plus tard. Pour l'instant, l'important est de conserver ses forces, » dit David d'un ton doux mais ferme. Lisa quitta la chambre à contre-cœur. Elle croisa Amy dans le couloir, mais sa sœur était en pleine discussion sérieuse avec le médecin. 3 jours plus tard, l'état d'Ethan s'aggrava encore. Un respirateur fut installé et la famille dut se préparer au pire. Le médecin a dit que les prochaines 24 à 48 heures seront critiques. Vers 15 heures, alors que Lisa était seule dans la chambre d'hôpital d'Ethan, son fils ouvrit soudainement les yeux. Derrière le masque à oxygène, il essayait désespérément de communiquer quelque chose. « Maman » entendit-elle d'une voix faible. « Ethan, ne te force pas. Non, écoute. » Ethan essaya désespérément de bouger sa main. « Maman, merci pour tout. Je vais bientôt aller au ciel. » « Arrête. Ne dis pas ça. » Les larmes de Lisa ne cessaient de couler. Ethan continua d'une petite voix, « Je ne peux plus protéger maman, alors s'il te plaît, sauve-toi. »« Me sauver ? De qui ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Lisa était confuse. Ethan dit, comme s'il y mettait ses dernières forces, « Regarde dans le tiroir de mon bureau. Tout y est écrit. Je t'aime, maman. » Juste après, la conscience d'Ethan s'évanouit de nouveau. Le moniteur cardiaque se mit à émettre des sons irréguliers. Les médecins et les infirmières se précipitèrent, et Lisa fut forcée de sortir dans le couloir. À 18h23, Ethan Parker s'éteignit paisiblement. Sa courte vie de 8 ans avait pris fin. Lisa fut submergée d'un chagrin indescriptible. David tint sa femme dans ses bras et pleura avec elle, et Amy versa également des larmes en réconfortant sa sœur. Tous les 3 partagèrent leur douleur d'avoir perdu un membre bien-aimé de la famille dans une petite chambre d'hôpital. Au milieu des préparatifs des funérailles, Lisa ne pouvait s'ôter de l'esprit les derniers mots de son fils. « Regarde dans le tiroir de mon bureau. » Qu'est-ce qui pouvait bien y être écrit ? Elle pensait qu'il s'agissait probablement d'un dernier message pour sa mère, mais elle n'avait pas la force de rentrer chez elle. 3 jours après les funérailles, Lisa rentra enfin. La chambre d'Ethan était restée exactement comme il l'avait laissée, par délicatesse de David. « Tant que tu ne seras pas prête, ne changeons rien. » Les mains tremblantes, Lisa s'approcha du bureau de son fils. «
Dans le petit tiroir en bois, les crayons de couleur et les gommes étaient soigneusement rangés, comme toujours. Au fond, une enveloppe blanche était posée. Sur le devant, pour maman, était écrit de la main enfantine d'Ethan. Quand elle ouvrit le seau, plusieurs feuilles de papier à lettres révélèrent un contenu choquant. Pour maman, si je meurs, s'il te plaît, lis cette lettre. Je ne meurs pas de maladie. Papa essaie de me tuer. Je l'ai vu mélanger du poison dans mes médicaments. Papa et Tati, amis, parlaient de comment ils auraient beaucoup d'argent quand maman et moi serions morts. J'avais peur, mais je ne savais pas à qui le dire. Papa a apporté des médicaments bizarres qui ne venaient pas de l'hôpital et a dit « Si tu prends ça, tu iras mieux plus vite ». Mais après en avoir bu, je me sentais toujours plus mal. Tati Ami est au courant aussi. Il prévoit de faire la même chose à maman. Même si je meurs, maman doit s'enfuir. Dis-le à la police. J'ai caché des preuves aussi. Regarde dans la boîte sous mon lit. Je t'aime, maman. Ethan. La lettre tomba des mains de Lisa. Elle ne pouvait y croire. Son mari bien-aimé, sa sœur de confiance, avait essayé de tuer son fils. Mais Ethan ne mentirait jamais. Son fils, qui avait tenté de protéger sa mère jusqu'au bout. En regardant sous le lit, elle trouva une petite boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvaient des flacons de médicaments vides que David avait apportés, un magnétophone avec des conversations avec amis et des copies de police d'assurance vie. Le montant de l'assurance était de 5 millions de dollars. En incluant la part de Lisa, il dépassait les 10 millions de dollars. Lorsqu'elle lança l'enregistrement du magnétophone, des voix familières s'élevèrent. Plus que quelques efforts. Après la mort d'Ethan, ce sera au tour de Lisa. C'était la voix de David. Mais es-tu sûr que ça va aller? On ne se fera pas prendre? Continua la voix d'Amy. Ne t'inquiète pas. Tu es infirmière, tu pourras fournir des explications médicales. Une détérioration soudaine chez les patients atteints de leucémie n'est pas inhabituelle. Une fois que nous aurons l'argent de l'assurance, nous pourrons commencer une nouvelle vie ensemble. Exactement. Je n'aurai plus besoin de continuer ma vie de couple avec Lisa. Je pourrai être avec toi. Lisa frissonna. Son mari et sa sœur avaient une liaison et avaient tenté de la tuer, elle et son fils, pour l'argent de l'assurance. Les soins dévoués, les liens familiaux chaleureux, tout n'avait été qu'une comédie. À ce moment, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. David était rentré. Lisa cacha rapidement les preuves et dut faire comme si de rien n'était. Mais son cœur battait à tout rompre et ses mains ne cessaient de trembler. « Lisa, ça va? Tu es toute pâle, » dit David avec une sollicitude apparente. « Je suis juste fatigué. » En pensant à Ethan, Lisa s'efforça désespérément de paraître calme. « Je vois. C'est vraiment dur pour toi aussi. Tu devrais te reposer tôt ce soir. » David continuait de jouer le rôle du mari attentionné. Le voir lui donnait la nausée. Cet homme avait tué son fils, et maintenant, elle était la prochaine cible. Cette nuit-là, Lisa ne dormit pas du tout. En regardant David dormir paisiblement à côté d'elle, son corps tremblait de peur. Cet homme avait tué son fils et visait maintenant sa vie. Mais si elle agissait imprudemment, elle ne ferait qu'accroître le danger. Elle devait agir avec calme. Le lendemain matin, après le départ de David pour le travail, Lisa commença à agir avec précaution. D'abord, elle cacha les preuves laissées par Ethan en lieu sûr. Ensuite, pour trouver un avocat de confiance, elle contacta une vieille amie. « Martha, c'est une urgence. J'ai quelque chose à te dire que je ne peux confier à personne d'autre. » Martha Collins était sa camarade de chambre à l'université et travaillait actuellement comme une éminente avocate pénaliste. Leur amitié durait depuis 20 ans et elle était la seule personne en qui Lisa pouvait avoir confiance. « Lisa, qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix tremble? Je ne peux pas en parler au téléphone. Pourrions-nous nous voir aujourd'hui? » À 14 heures, les deux femmes se retrouvèrent dans un café du centre-ville. Après avoir vérifié les alentours, Lisa expliqua la situation à voix basse. L'expression de Martha devint progressivement sérieuse. « C'est une histoire incroyable. Mais si tu as les preuves que ton fils a laissées, tu dois le signaler à la police. Mais il s'agit de mon mari et de ma sœur. La police va-t-elle me croire? S'il y a des preuves matérielles, c'est suffisant. La bande enregistrée est particulièrement décisive. Cependant, ta sécurité est la priorité absolue. Tu devrais te réfugier ailleurs dès ce soir. » Suivant les conseils de Martha, Lisa se rendit au poste de police le jour même avec les preuves. L'officier en charge était un détective chevronné, James Harrison. « C'est une accusation très grave.
Vous accusez votre mari et votre sœur de meurtre et de fraude à l'assurance. Ce sont des preuves que mon fils a laissées au péril de sa vie. S'il vous plaît, enquêtez. Le détective Harrison écouta la bande enregistrée et envoya les flacons de médicaments à la police scientifique. Une analyse scientifique est nécessaire, mais ce contenu enregistré est certainement problématique. Veuillez nous accorder un peu de temps. Cette nuit-là, Lisa se réfugia chez Martha. Elle contacta David en lui disant « Je veux passer un peu de temps chez mes parents. » « Bien sûr, tu as besoin de repos. Reviens quand tu veux. » La voix de David était toujours aussi douce. Son talent d'acteur lui glaça le sang. 3 jours plus tard, le détective Harrison la contacta. De l'arsenic a été détecté dans les flacons de médicaments. C'est clairement du poison. De plus, le même composant a été retrouvé dans les cheveux de votre fils. Enfin, les preuves scientifiques étaient complètes. La police commença à faire avancer l'enquête avec prudence et à surveiller les agissements de David et Amy. Une semaine plus tard, le moment décisif arriva. La police réussit à enregistrer une conversation entre David et Amy dans une voiture équipée de dispositifs d'écoute. La disparition de Lisa a déjoué nos plans, disait la voix de David. Mais ce n'est pas grave. Quand elle reviendra, on l'aura pour de bon cette fois. Cette fois, on fera passer ça pour un suicide. On pourra dire qu'elle était déprimée ces derniers temps, répondit froidement Amy. Exactement. On lui donnera une forte dose de somnifère et on falsifiera une lettre de suicide. Avec tes connaissances médicales, ce sera parfait. Notre erreur avec Ethan a été de prendre trop de temps. Cette fois, faisons tout d'un coup. Cette conversation fut le coup de grâce. La police les arrêta tous les deux simultanément. Le lendemain, David fut arrêté lors d'une réunion avec des clients dans son entreprise. Au moment où on lui passa les menottes, il afficha une expression d'incrédulité. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai rien fait. David Parker, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre et tentative de meurtre. Amy fut arrêtée pendant son service à l'hôpital. Devant ses collègues, elle devint hystérique. Ma sœur ment. Je ne sais rien. La nouvelle de l'arrestation choqua les médias locaux. Des titres comme « La terrible vérité cachée derrière une famille modèle » et « Un garçon de 8 ans risque sa vie pour dénoncer un complot meurtrier » apparurent dans les journaux. Lorsque le procès commença, David et Amy se rejetèrent la faute. David affirma « J'ai été trompé par Amy ». Et Amy témoigna « J'ai été menacé par David ». Cependant, les preuves laissées par Ethan et les enregistrements de la police rendirent leur complot évident. Lisa, comparaissant comme témoin à charge, dit la vérité au tribunal. Mon fils a essayé de me protéger jusqu'à la fin. Un enfant de 8 ans, dans une peur qui ferait trembler même les adultes, a courageusement rassemblé des preuves. Selon vous, quel était le mobile des accusés ? Demanda le procureur. L'argent de l'assurance. Mon mari risquait une rétrogradation en raison de ses mauvaises performances professionnelles et avait des dettes considérables. Ma sœur n'était pas satisfaite de son salaire d'infirmière et voulait un style de vie luxueux. Ils avaient une liaison et comptaient tuer mon fils et moi pour commencer une nouvelle vie. La défense chercha désespérément la clémence, mais le cœur des jurés ne fut pas ému par ce crime d'empoisonnement calculé et méprisable. Le juge prononça le verdict. L'accusé David Parker est condamné à la prison à vie pour meurtre, et l'accusé Amy Johnson est condamné à 30 ans de prison pour complicité de meurtre. David s'effondra en entendant le verdict, et Amy se mit à pleurer bruyamment. Mais Lisa n'avait aucune sympathie pour eux. Ils avaient pris la vie de son fils et tenté de détruire la sienne. Après le verdict, Lisa tint une conférence de presse. Grâce aux actions courageuses de mon fils Ethan, la justice a été rendue. La douleur d'avoir été trahi par les personnes en qui j'avais le plus confiance est incommensurable. Mais je crois que mon fils peut maintenant reposer en paix, car la vérité a été révélée. La compagnie d'assurance refusa naturellement de verser l'argent. Tous les produits du crime de David et Amy furent confisqués et destinés à l'indemnisation des familles des victimes. 1 an après l'incident, Lisa avait commencé une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Pour échapper aux souvenirs du passé, elle avait également changé de nom. Elle continuait de se rendre sur la tombe de son fils sans faute, parlant à la photographie d'Ethan. Grâce à toi, maman est en vie. Merci, mon courageux fils. 3 ans après l'incident, un après-midi, Lisa assistait au vernissage d'une petite galerie d'art. Elle vivait désormais tranquillement à Denver, au Colorado, sous le nouveau nom d'Helen Miller. Son travail de graphiste indépendante marchait bien.
et son petit appartement était décoré de meubles chaleureux et de photographies de son fils. Ce sont de magnifiques œuvres, dit une femme âgée se tenant à côté d'elle. Merci. J'aime beaucoup les couleurs que cet artiste utilise, répondit Lisa avec un sourire. La femme était Margaret Wilson, une septuagénaire qui faisait la lecture aux enfants à la bibliothèque locale. Elle avait perdu son mari 5 ans auparavant et vivait seule. Les deux femmes continuèrent à parler naturellement en visitant la galerie et finirent par s'asseoir dans un café pour discuter. J'ai aussi perdu un fils, dit Lisa en choisissant soigneusement ses mots, de maladie, quand il avait 8 ans. Cela a dû être si douloureux. Je n'ai jamais eu d'enfant, je ne peux qu'imaginer cette douleur. Une profonde sympathie apparut dans les yeux de Margaret. Mais mon fils a essayé de me protéger jusqu'à la fin. Grâce à son courage, je suis ici aujourd'hui. Margaret hocha doucement la tête. Ce devait être un enfant merveilleux. Je suis sûr qu'il veille toujours sur vous. Au cours des mois suivants, Lisa et Margaret devinrent des amies proches. Margaret trouva l'amour maternel qu'elle n'avait jamais pu donner à un fils, tandis que Lisa trouva des liens chaleureux pour remplacer sa famille perdue. Bien qu'elle n'ait pas de lien de sang, c'était une relation où elle pouvait comprendre ce que signifiait le véritable amour familial. Lisa commença également à participer à des activités bénévoles à la bibliothèque. En lisant des livres d'images aux enfants, elle continuait de chérir ses souvenirs avec Ethan. Parfois, elle avait envie de pleurer, mais les sourires des enfants guérissaient son cœur. « Hélène, vous lisez si bien », la complimenta Sarah, la directrice de la bibliothèque. « Les enfants vous adorent aussi. » « Merci. C'est un temps précieux pour moi également. » Un jour, alors que Lisa se rendait au Texas pour visiter la tombe de son fils, des fleurs fraîches avaient été déposées sur la pierre tombale avec une petite carte. « À un garçon courageux. Tes actions ont touché mon cœur. » D'un anonyme. L'affaire était encore transmise et le courage d'Ethan continuait d'émouvoir de nombreuses personnes. Lisa parla doucement à son fils sur sa tombe. « Ethan, maman a trouvé une nouvelle famille, une personne très gentille qui s'appelle grand-mère Margaret. Nous n'avons pas de lien de sang, mais elle prend soin de moi comme une vraie famille. C'est toi qui m'as appris ça, n'est-ce pas? Que le véritable amour ne réside pas dans les liens du sang, mais dans les liens du cœur. » À son retour à Denver, Margaret vint lui rendre visite avec une tarte aux pommes maison. Comment c'était? La visite sur la tombe. J'ai parlé de ma nouvelle famille à mon fils. Je suis sûre qu'il en est heureux. Je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontré, moi aussi. C'est comme avoir une fille, dit Margaret, les larmes aux yeux. Les deux femmes s'assirent sur le canapé, buvant un thé chaud et discutant. Dehors, les fleurs du printemps s'épanouissaient magnifiquement, donnant une impression de souffle de vie nouvelle. La vie nous impose des épreuves inattendues, mais en même temps, elle nous donne un nouvel espoir, dit Lisa doucement. Exactement. L'important est d'avoir le discernement pour distinguer le véritable amour. Lisa regarda la photographie de son fils. Le sourire d'Ethan réchauffait toujours son cœur. La douleur d'avoir été trahie par les personnes en qui elle avait le plus confiance ne disparaîtrait jamais. Mais l'amour et le courage de son fils, ainsi que les liens de la vraie famille qu'elle venait de trouver, continuaient de lui donner la force de vivre. Lisa comprit profondément que la famille n'était pas une question de lien du sang ou d'institution, mais de connexion du cœur, de personnes qui prenaient sincèrement soin les unes des autres. Le dernier cadeau de son fils lui avait non seulement sauvé la vie, mais lui avait aussi appris la vérité sur la vie elle-même.